Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de cette édition. Au sommaire de ce matin, la Banque islamique de développement est en train de mettre en exécution 3 projets phares dans les domaines de l'agriculture, l'élevage et la santé. En outre, 2,5 milliards de francs CFA sont investis pour lutter contre la pauvreté. Le point de situation sur la Tabaski à moins de 2 semaines de la célébration. Le Sénégal a dépassé les 50% d'approvisionnement. Nous avons été à Médina Ndiadbé dans le nord du Sénégal, qui est une zone de débarquement et de transit. Le point dans ce journal. Suite de notre focus sur les lycées techniques de Bignona qui forment les techniciens agricoles. Ce matin, portrait de Koumbasen qui s'est imposé sur le marché des légumes. Bienvenue. La Banque islamique de développement est en phase d'exécution de 3 projets phares au Sénégal. Ils portent essentiellement sur des secteurs prioritaires comme l'agriculture, l'élevage et la santé. Dans une rencontre de présentation et de discussion avec la presse, les autorités de la Banque islamique de développement en séjour à Dakar sont revenus largement sur les résultats et les perspectives. Le compte-rendu de cette rencontre avec Dame Silla. Cette rencontre entre des autorités de la Banque islamique de développement et du gouvernement a permis de détailler devant la presse les secteurs prioritaires de financement de la BID au Sénégal. Ils portent essentiellement sur l'agriculture, l'élevage, l'assainissement, la santé, entre autres. De pastoralisme au Sahel. Le deuxième projet, c'est le programme régional de développement de la chaîne de valeur riz en cours de mise en œuvre. Et le troisième projet phare, c'est le projet de contrôle et d'élimination du paludisme en instance de clôture. Par ailleurs, il y a un nouveau projet qui est en cours d'approbation. C'est le projet d'accélération de l'assainissement de l'hygiène inclusif qui sera présenté à nos comités internes et au financement du fonds LLF au cours de cette année. Pour lutter contre la vulnérabilité, la Banque islamique de développement a dégagé une enveloppe de 2,5 milliards de francs CFA. Elle est destinée à des projets visant à réduire la pauvreté. Il faut noter la qualité avec laquelle ces projets sont conduits et que c'est des projets qui ont un impact extrêmement important pour les populations vulnérables qui en ont besoin de manière significative. Alors, l'accompagnement de LLF, il est aussi important dans le sens où il se concentre sur des projets essentiels, mais en même temps, il permet la bonification justement des crédits en apportant ce concours très important qui nous permet de pouvoir augmenter ce qu'on appelle le taux de la concessionnalité des taux d'intérêt, notamment des crédits accordés par la Banque islamique de développement. La Banque islamique de développement accompagne le Sénégal dans divers projets de grande envergure, un partenariat qui a abouti à des résultats très fructueux. Je voudrais transmettre les remerciements de tout le peuple sénégalais à travers le ministère de la Santé pour l'action que la Banque islamique de développement a bien voulu accompagner l'État du Sénégal dans la lutte contre le paludisme qui reste encore une grande priorité de santé publique ici au Sénégal. C'est des projets importants mais qui sont en lien aussi avec la nouvelle stratégie que le gouvernement vient de se fixer pour aller vers l'autosuffisance alimentaire. Le riz, si nous le prenons, c'est la principale denrée consommée au Sénégal. Et pour laquelle denrée, en tout cas, des efforts importants sont en train d'être faits dans le cadre de ce projet pour réduire, en tout cas, drastiquement la facture d'importation de riz. Cette délégation de la Banque islamique de développement va séjourner au Sénégal pendant 3 jours. Plusieurs rencontres sont prévues avec des autorités étatiques en vue de rendre plus fructueux le partenariat entre la BID et le Sénégal. On est à moins de 2 semaines de la célébration de la Tabaski. Le Sénégal est à plus de 50% du taux d'approvisionnement qui dépasse au-dessus de la moyenne pour résorber le gap avec une hausse de 4,8% par rapport à 2023. Le constat est fait par la tutelle à Médina Ndiadbé qui est une zone de débarquement et de transit. Le point avec Penambawa. Nous sommes à Médina Ndiadbé dans le département de Podor, une commune située à plus de 500 km de Dakar, une zone de décharge et de transit de moutons de Tabaski vers la capitale et partout au Sénégal. Les éleveurs trouvés sur les lieux de vrais champions rassurent les Sénégalais. Les moutons sont ici dans le pays. Ils sont là, en nombre.
Ça, je peux en parler, je suis bien placé pour le dire. Donc, si vous partez hier à Misra, les moutons sont là-bas. On est ici à Madinja, les moutons sont là. Déjà, ils ont commencé à entrer dans les grandes villes, que ce soit Thiès, que ce soit Mbour, les moutons sont déjà dans le pays. C'est-à-dire qu'il faut commencer à acheter. Medina Diatbé, c'est aussi un marché à bétail qui accueille le ministre de l'Élevage, très satisfait à 2 semaines de l'événement. Le Sénégal a besoin, pour une autosuffisance en moutons de Tabaski, de 810 000 moutons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que sur le nombre total de 818 000 moutons, on a déjà sur les marchés 426 082 moutons, soit une couverture de 52,60% à J-18, 4,83% de plus comparé à l'année dernière. Pour les importations, les 250 000 moutons que nous devons importer, à ce jour, nos équipes ont inventorié 141 060 moutons, ce qui explique l'excellent travail que nos équipes sont en train de faire. Devant la tutelle, les éleveurs sénégalais et mauritaniens remercient fortement l'État pour les bonnes dispositions prises, notamment la sécurité et l'éclairage, mais demandent tout de même de renforcer la sécurité des lieux. On vous remercie vraiment, mais il faut encore la présence de la gendarmerie dans les lieux, car le vol de bétail est récurrent. Nous, Mauritaniens, nous voulons juste la paix. Et monsieur le ministre de l'Élevage, soyez notre interprète auprès du président de la République, auprès de son premier ministre, et auprès de tout le gouvernement. Et tout ce que vous deviez faire, tous les engagements que vous aviez pris, aussi bien pour les éclairages des points de vente, pour les points d'eau, pour tout. Et vraiment, nous sommes très satisfaits. Cela nous amène à dire que l'espoir est permis quant à l'autosuffisance en moutons de Tabaski 2024. À ce jour, sur les 206 marchés au niveau national, un cumul total de 426 082 têtes de moutons a été fait depuis le début des opérations de suivi contre 406 465 têtes en 2023, soit un surplus de 19 617 moutons de Tabaski. Et pour parler largement de cette situation de la fête de la Tabaski qui est en préparation, le directeur de l'élevage était hier notre invité dans le 20h et il est revenu sur le dispositif, mais également sur l'approvisionnement à moins de 2 semaines de la fête de la Tabaski. Nous l'écoutons. Nous sommes à 471 000 moutons donc, dans l'ensemble du territoire. Alors comment résorber le gap alors? Non, ce n'est pas un gap. C'est que l'objectif, c'est d'avoir 810 000 moutons dans les 206 points de vente, les marchés à bétail, de l'avoir donc jusqu'à J-1. Et aujourd'hui, on est à J-15. Dans les 15 prochains jours. Donc, on est à 58% de nos besoins. Donc, c'est dire que la situation est correcte. Et comparé même à l'année dernière, à pareille période, on était à 432 000 têtes de moutons. Donc, c'est un plus de 8% par rapport à 2023. Donc, c'est une situation correcte. Alors, c'est des moutons qui viennent du Sénégal ou bien des autres pays voisins tels que la Mauritanie ou le Mali? Donc, sur ces 471 000 moutons, il faut dire que la grande partie, c'est des moutons de la production locale. Et aujourd'hui, nous enregistrons 158 000 moutons qui sont importés du Mali et de la Mauritanie. Donc, sur ces 471 000 moutons, les 158 000 sont les importations. Ça veut dire que le Sénégal pourrait, dans l'avenir, compter sur lui-même, justement, pour approvisionner son marché, pour la fête de Tabaski, notamment. Absolument. Vous voyez que nos besoins, c'est 810 000 moutons. Et sur ces 810 000 moutons, nos besoins en importation se chiffrent à 260 000, 250 000 moutons. Ça veut dire qu'une bonne partie est produite par l'élevage, la production locale, notamment l'élevage, le système pastoral. Donc, c'est dire que si donc, le travail se fait, et nous allons certainement aller vers l'autosuffisance, on sera, avec la production locale, les années à venir, être donc suffisant en moutons de Tabaski. Aujourd'hui, l'autre préoccupation, c'est le prix du mouton. Est-ce que le gouvernement peut agir sur ce point-là? Bon, le gouvernement crée le cadre, les conditions, pour que vraiment le marché soit bien approvisionné.
Ce faisant, cela pourra peut-être impacter sur le prix du mouton. Mais l'objectif, c'est d'assurer un approvisionnement correct du marché. Et à ce niveau, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne, a eu à faire des visites d'échange au niveau du Mali, au niveau de la Mauritanie, pour expliquer aux autorités, à ses homologues, aux opérateurs, les mesures de facilitation prises par l'État du Sénégal pour les mettre dans de bonnes conditions de commerce, dans de bonnes conditions de sécurité. Le transport. Le transport, nous avons vu un élément tout à l'heure sur Médina Ndiadjbé. Ça s'est passé le samedi. Le samedi, le ministre a été donc à Médina Ndiadjbé sur le terrain, rencontrer les éleveurs, recueillir donc leurs préoccupations, voir leurs conditions d'installation. Il y a des opérateurs sénégalais, des Mauritaniens. Et donc vraiment, c'est un ensemble donc, de mesures prises. J'ai parlé d'exonération de droits et taxes, j'ai parlé d'aliments subventionnés. Autant de mesures prises pour que vraiment le marché soit bien approvisionné et que les prix soient accessibles pour les citoyens consommateurs sénégalais. Voilà, c'était le directeur de l'agriculture qui faisait le point sur la situation de la Tabaski. Préservation des ressources halieutiques, les pêcheurs de Yoff, Ngor et Ouakam initient aux bonnes pratiques. Leur implication pour une surveillance participative de la mer est sollicitée. Agnès Nyanyamane. Ils sont nombreux à bénéficier de cette session de formation sur la surveillance et la sécurité en mer. Un renforcement des capacités des acteurs de la pêche pour assurer une surveillance participative au niveau des zones d'intervention. On avait institué la cogestion, qui est des organes de gestion locale, et pour responsabiliser les acteurs à la base pour une gestion durable des ressources. Et à partir de là, il y avait des outils qui ont été mis en place. Et parmi ces outils, on peut citer la co-surveillance. C'est responsabiliser les acteurs pour qu'eux-mêmes, qu'ils puissent veiller, qu'ils puissent suivre, qu'ils puissent contrôler les bonnes pratiques de pêche. Nous savons que la mer est très vaste. Seuls les agents de l'État ne peuvent pas faire ce travail-là. Venus de Yoff, Ngor et Ouakam, ces acteurs de la pêche apprécient l'initiative et l'accompagnement de la direction de la protection et de la surveillance des pêches. On parle beaucoup de la pêche et que dans le sens où il y a des surveillances et une surveillance participative au niveau de chaque localité, au niveau de chaque CLPA, il est normal de former les gens pour qu'ils aillent dans le bon sens pour une surveillance participative qui est voué à vraiment gérer la ressource au niveau du Sénégal. Le pêcheur, en connaissant, donc il va faire une application décisive. C'est-à-dire que l'application décisive est de surveiller et de contrôler toute chose qui est en infraction. Pour protéger ces acteurs de surveillance dans l'exercice, un cadre juridique a été mis en place. On a mis en place un arrêté qui fixe les modalités et les conditions de surveillance participative dans lequel le pêcheur surveillant ou bien l'acteur surveillant est bien encadré et bien protégé. Non seulement ça permet d'éviter les conflits, ça permet d'éviter des infractions, parce que ce qu'on attend, ce n'est pas d'appréhender, mais ce qu'on attend surtout de ces comités de surveillance, c'est la prévention. Et qui dit prévention parle de sensibilisation, parle de communication. Ce projet vise le renforcement de capacités des acteurs de surveillance de la pêche. Il permettra d'appuyer les efforts de lutte contre la pêche illicite pour un développement économique durable du secteur. Nous allons parler de cette signature de convention de partenariat entre la Commission de régulation du secteur de l'énergie et l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie AME. L'accord devrait permettre de préserver les intérêts des consommateurs pour ce qui concerne le prix, la fourniture, mais également la qualité de l'électricité. Seydina Lulfal. C'est la première convention du genre conclue entre la Commission de régulation du secteur de l'énergie et l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. Le courant est vite passé entre les deux structures qui ont décidé de s'unir afin de renforcer leur mission de préservation des droits et intérêts des consommateurs. Ce partenariat-là va nous permettre effectivement de mieux prendre en charge les plaintes et réclamations des consommateurs concernant les compteurs électriques. Et dans ce cadre-là, on a donc l'appui technique de l'AME pour cela. À ce niveau, donc l'AME, en relation avec la CRSE, va aller sur le réclamant, au niveau du site du réclamant,
pour faire des mesures, effectivement, pour s'assurer est-ce que le compteur est fiable ou non, tout en collectant un ensemble de données, notamment qui sont relatives à la facturation sur une longue série. Ce partenariat entre la Commission de régulation du secteur de l'énergie et l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie devrait permettre la mise en place d'un cadre pour la gestion des réclamations des consommateurs concernant la fiabilité des compteurs électriques. Nous sommes une agence dédiée principalement à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, ce qui veut dire aider l'État du Sénégal, aider les ménages, aider les collectivités territoriales à réduire leur consommation en termes d'énergie, principalement l'électricité, qui pèse considérablement sur le budget de l'État. Je l'ai dit, l'État paye 70 milliards aujourd'hui chaque année en termes de consommation d'électricité, parce que nous venons de finir l'analyse de la facture d'électricité de l'année 2023. 2 cas concrets ont été exposés. Lors de cette rencontre, il a été évoqué la mise en place d'une nouvelle organisation qui intègre une direction des consommateurs. Le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires en conclave pour évaluer le programme des 100 000 logements. Les difficultés de mise en œuvre ont été diagnostiquées. Il s'agit principalement de l'accès au foncier et le financement. L'État propose une nouvelle feuille de route pour le projet Accès à la propriété. Salut Sek. C'est une rencontre qui entre dans le cadre de l'accélération de la réalisation intensive et cohérente des actions phares du projet dans les secteurs du logement. Pour ce faire, une évaluation du projet des 100 000 logements demeure une priorité. La rencontre que nous tenons aujourd'hui est une rencontre où nous prenons notre temps pour analyser un peu les dysfonctionnements que nous pouvons constater sur le programme 100 000 logements et aujourd'hui faire une réorientation par rapport aux nouvelles orientations, regarder le dispositif et trouver des solutions pour que rapidement les Sénégalais puissent voir ce nouveau programme d'accès à la propriété, leur permettre de réavoir de l'espoir par rapport à ce besoin qui est très important de pouvoir avoir accès à un toit. Après 5 ans de mise en œuvre, les résultats escomptés du projet des 100 000 logements ne sont pas atteints. Ceci à cause de plusieurs facteurs. Premièrement, c'est la difficulté de la disponibilité de l'assiette. Parce qu'aujourd'hui, pour construire, il faut d'abord du foncier de qualité, sécurisé et disponible. Aujourd'hui, du point de vue des procédures, nous pensons qu'il y a un effort à faire pour que rapidement les acteurs qui aujourd'hui sont dans la production puissent disposer du foncier. L'autre élément, c'est concernant le financement. Parce que le foncier, l'avoir est une chose, l'aménager pour que ce soit habitable est autre chose. Donc ça demande énormément de moyens. Il y a aussi un besoin de créer des espaces aussi de vie. Parce qu'au-delà, il ne s'agit pas uniquement d'habiter. Avoir un logement, c'est une chose, mais avoir aussi l'ensemble des édifices publics tout autour pour faciliter le cadre de vie est important. Et ça, c'est une autre source de besoin de financement. Des difficultés et des contraintes qui vont permettre de tirer des leçons afin de décliner une nouvelle feuille de route pour la mise en place du nouveau projet d'accès à la propriété. Comprenons-le très bien. Ces projets que nous lançons, ces projets urbains, c'est au-delà de produire du logement pour tout le monde. Il s'agit de créer des établissements humains porteurs de richesse. Quand vous lancez un pôle urbain, où vous viabilisez quasiment 25% de parcelles, où vous lancez de grands projets de construction, mais c'est de l'emploi que nous créons. Et quand le bâtiment va, tout va. Quand une personne peut être propriétaire de son bien et il sait qu'à la fin du mois, il ne donne que 30% de ses revenus, ça lui permet de pouvoir épargner pour le reste et pouvoir dépenser dans d'autres choses. Pour moi, ce programme est un programme qui peut lancer la dynamique même de consommation et lancer l'emploi dans ce pays. Et amener du savoir-faire et utiliser de nouveaux matériaux. Donc, pour moi, c'est hautement économique ce que nous faisons. Ce n'est pas que du social. L'objectif donc de ce nouveau programme est d'assurer à la population un toit durable dans un cadre de vie inclusif, sûr et résilient.
Comment repenser la construction de bâtiments en Afrique de l'Ouest? C'est le sens du Forum international des matériaux innovants et de construction durable. L'événement a réuni les acteurs clés du secteur du BTP. Les initiateurs veulent mettre l'accent sur la nécessité de promouvoir des bâtiments écologiques. Lamine Fall et Maman Moussagna. Le bâtiment, c'est ensemble indispensable passé sous scanner dans un contexte de changement climatique. Vous ne le savez peut-être pas, mais le bâtiment est l'un des grands émetteurs de gaz à effet de serre. Le bâtiment, au niveau mondial, si on compte les matériaux et l'utilisation des bâtiments, c'est autour de 40% de la production des gaz à effet de serre dans le monde. Dans ces 40% de gaz à effet de serre produits par le bâtiment, d'ici 4-5 ans, à peu près la moitié viennent des matériaux de construction. Le constat en Afrique, c'est que la plupart des bâtiments sont dans des constructions classiques de type ciment ou béton. Les matériaux utilisés dans la construction des bâtiments, c'est du béton. Le béton utilise principalement du ciment comme liant, et le ciment, dans sa production, émet des gaz à effet de serre parce qu'il consomme énormément d'énergie. Il s'y ajoute que le réchauffement climatique est un fait. La Terre est de plus en plus chaude. Cette année, nous avons battu des records au niveau de l'intérieur du pays. On est allé jusqu'à 48 degrés. Nous, en France, par exemple, on subit de plus en plus, tous les étés, on subit de la chaleur, on n'est pas du tout prêt à ça. Aucun pays n'est donc à l'abri. Dès lors, comment construire des bâtiments, mais avec un impact faible sur le climat, si l'on sait que l'Afrique est un continent en construction? Un changement de paradigme et de comportement s'impose. Les acteurs de la filière entendent de façonner un avenir bâti sur l'innovation et la durabilité. On construit surtout avec le ciment, mais il va falloir construire avec ce qu'on appelle des biomatériaux. Voilà, donc c'est à ce niveau-là qu'il y a des innovations surtout. Ensuite, au niveau de l'éclairage et de la disposition de la salle, on fera en sorte que le bâtiment soit déjà mieux ventilé. On peut combiner à cela l'installation des panneaux solaires sur les bâtiments aussi pour réduire, n'est-ce pas, la consommation d'énergie fossile. Le Forum des matériaux innovants et de construction durable en Afrique de l'Ouest porte le plaidoyer pour une construction durable avec des bâtiments concurrentiels, moins coûteux et qui procurent un confort thermique aux populations. Le ministre de l'Éducation nationale annonce d'autres centres de formation de prise en charge d'enfants déficients auditifs. Moustapha Mamba Guirassy a visité hier le centre verbotonal de Dakar et l'école Mbaye Diagne de Gaye, ex-Médina. Massamba Thian. Sa première visite d'établissement à Dakar, le ministre de l'Éducation nationale l'a consacré à deux écoles, l'école Mbaye Diagne de Gaye, ex-Médina 3 et le centre verbotonal de la Gueule Tapée. À l'école Médina 3, où il a fait une bonne partie de ses études élémentaires, Moustapha Mamba Guirassy a été accueilli par son enseignante en classe de CM2, ici même dans cette salle de classe. Il était le meilleur de la classe. Il était un élève très sérieux, très studieux et très discipliné. On le voyait rarement sortir en récréation, aller jouer. Vraiment. Et il est très respectueux. L'école Médina 3 est créée en 1956. Située à la Médina, à la rue 25, angle 10, elle compte 364 élèves, dont 166 garçons. À la fin de la visite des différentes salles de classe, le ministre Moustapha Guirassy, très sensible aux doléances de l'équipe pédagogique, a promis d'appuyer le fonctionnement de l'établissement. La première chose que je voudrais offrir aux enfants de mon pays, c'est de leur offrir de tout faire pour que les maîtres d'école, les enseignants soient comme Mme Diagne. Qu'il y ait des rapports très profonds, des rapports d'éducation, pas simplement de transmission de savoir. Que cette salle de classe-là, qui était ma classe de CM2, qui m'a façonné, qui m'a changé, avec donc Soumaya et mon maître d'école qui est là, je voudrais, avec votre permission, transformer cette salle-là, qui est presque vide aujourd'hui, en faire un laboratoire informatique, un centre informatique. Au centre verbotonal de Dakar, la visite a permis au ministre de l'Éducation nationale de constater de visu le système d'enseignement des jeunes déficients auditifs. Là également, des mesures d'urgence vont être prises pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Nous avons pris l'engagement aussi
d'aller dans le sens de la digitalisation. Il y a de nouvelles technologies, la réalité virtuelle qui peut aujourd'hui grandement aider ces jeunes-là à être beaucoup plus performants. L'école inclusive, ce n'est pas une école de pitié. C'est vraiment une école pour que le développement du pays soit porté par tout le monde. Et donc des instructions ont été données pour voir donc dans le parc d'automobiles du ministère comment dans les prochaines heures, les prochains jours, donc renforcer le parc donc du centre. Nous avons aussi accédé à leur demande de renforcer donc la ligne de carburant. À l'école Mbaye Diagne Dagaye, comme au centre verbotonal, le ministre de l'Éducation nationale a invité et encouragé les équipes pédagogiques à accorder beaucoup d'importance à l'amélioration du cadre d'apprentissage des enfants. Moustapha Mamba Guirassi a aussi exhorté les élèves à être studieux pour devenir des citoyens modèles et accomplis, utiles à leur société. Les défis liés à la santé maternelle et infanto-juvénile et la lutte contre le paludisme, les femmes et les jeunes se mobilisent le 27 et 28 mai, se sont mobilisés les 27 et 28 mai. Elles ont fait le plaidoyer en faveur du financement de la santé. Mamoudou Sakine compte rendu. Elles sont une centaine de femmes venues de Fatick, de Saint-Louis, de Louga, de Dakar et de Diourbel. Toutes sont préoccupées par la santé maternelle et infanto-juvénile. Nous nous battons nuit et jour pour mettre fin à la létalité de l'accouchement. C'est-à-dire perdre la vie en donnant la vie, ça, véritablement, ce n'est plus acceptable au XXIe siècle. Réduire sensiblement les décès passe par la sensibilisation des femmes en âge de procréer, des pères de famille et des leaders d'opinion. L'autre combat de ces femmes est la lutte contre le paludisme. Le paludisme, on n'a pas besoin de dire les ravages que ça fait quand vous regardez la carte du monde. Le palu continue à rester en Afrique vraiment un fléau ravageur qu'on n'a pas encore pu neutraliser. On a des progrès, on a enregistré des progrès, mais nous pensons qu'il faut faire plus. Un plaidoyer en faveur du financement de la santé est lancé aux autorités pour plus de résultats. Nous pensons que ce nouveau régime va nous prêter une oreille attentive pour que la déclaration de Gorom, que nous pourrons lui transmettre et que nous aurons des résultats vraiment impactants par rapport à la santé de la mère et de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question qu'une femme perde la vie en donnant la vie. Il n'est plus question d'enregistrer des cas de paludisme. Il n'est plus question d'être malade et de ne pas pouvoir se soigner. En parlant de financement de la santé avec l'aspect domestique, nous pensons que la CSU devrait être vraiment une réalité dans notre pays. Durant 48 heures, le Forum de mobilisation des femmes et des jeunes mène la réflexion sur les défis liés à la santé maternelle et infanto-juvénile et la lutte contre le paludisme. Santé toujours, il existe à travers le monde des maladies tropicales dites négligées, parmi elles la filariose lymphatique, la lèpre et les vers intestinaux. L'OMS recense une vingtaine de MTN qui sévissent dans la bande intertropicale, surtout africaine. Il est temps de leur accorder plus d'attention. La journée mondiale de lutte contre les MTN a été célébrée hier. MTN, c'est marqueur de pauvreté. C'est une chronique signée Oumar Diaw. En plus d'être brûlant, l'espace entre les tropiques est un endroit où prolifèrent des affections spécifiques au milieu. Ce sont ces fameuses MTN, maladies tropicales négligées, parce que frappant des millions de populations pauvres sans susciter l'intérêt du big business pharmaceutique, plus préoccupé par la mise au point de nouveaux médicaments et antigènes par des procédés de génie génétique. Rechercher et trouver de nouvelles gammes d'antimicrobiens et d'antiparasitaires, ce n'est pas tellement leur orientation stratégique, c'est même perdre du temps précieux. Cela dit, il existe tout de même des molécules disponibles et efficaces contre la plupart des MTN. Le problème est de les acquérir et d'adopter une politique de santé adaptée, à même de traiter les malades là où ils se trouvent, au sein des communautés. Leishmaniose, onchocercose, filariose lymphatique, bilharziose, ulcère de Buruli, lèpre ou noma sont quelques-unes de ces maladies au nom étonnant. Elles hypothèquent l'avenir d'innombrables populations africaines, asiatiques et latino-américaines. La géographie de ces fléaux d'un autre âge se calque précisément sur celle du niveau économique. Si en plus elles sont délaissées, oubliées, mises à l'écart, orphelines donc négligées, elles continueront de frapper des hommes, des femmes et des enfants. L'OMS et le CDC, Control of Disease Center, estiment qu'il existerait une vingtaine de maladies tropicales négligées. Au Sénégal, elles le sont de moins en moins car les autorités sanitaires ont posé le diagnostic des enjeux.
C'est ainsi que depuis bientôt une dizaine d'années, des campagnes de distribution de masse de médicaments sont menées dans les districts à forte incidence. D'une zone à l'autre, là où les pathologies ciblées sont variées, des résultats encourageants ont été obtenus pour les schistosomiases, les géohelminthiases, que sont les vers intestinaux, le trachome et l'onchocercose ou cécité des rivières. Le cap doit être maintenu pour l'élimination totale de ces maladies qui restent des marqueurs de pauvreté et de misère sociale crasse. Parfois, il suffit de peu comme un accès à l'eau potable et à une meilleure hygiène pour éviter bon nombre de MTN. Voilà, donc c'était la chronique de Omar Diaw sur les maladies tropicales négligées. MTN dont la journée a été célébrée hier. Sadio Mané déclaré forfait pour la double confrontation avec la RDC et la Mauritanie pour cause de blessures au genou. Ils sont donc 23 lions présents sur les 26 convoqués par Aliou Cissé. 7e séance d'entraînement, la deuxième ouverte à la presse et au public à l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le compte rendu avec Fatoumata Savané. Coup dur pour les Lions du Sénégal. La star de l'équipe nationale de football, Sadio Mané, est déclaré forfait pour les 2 matchs face à la RDC et à la Mauritanie. Le meilleur buteur des Lions est victime d'une blessure au genou droit. Sadio Mané a été atteint sur le même genou qui l'avait empêché de jouer le Mondial 2022 au Qatar. C'est vrai que Sadio est irremplaçable. Mais ce sera le moment aussi, je pense, pour certains joueurs de montrer ce qu'ils valent. Et on a beaucoup de qualités. Voilà, ça sert à rien de nommer tous les joueurs, mais on est bien à ce niveau-là. Et Sadio est irremplaçable, certes, mais il y a de la qualité. Et aujourd'hui, on se doit, même sans Sadio ou même d'autres joueurs qui pourraient être absents, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, de remporter les matchs et de montrer que le Sénégal, avant tout, c'est un collectif et pas des individualités. Autre absence pour cause de blessure, il s'agit de Harouna Sangaté. Il a des douleurs au niveau des mollets et il est sous surveillance médicale. Lamine Camara n'a pas encore rejoint la tanière. Le joueur du FC Metz est attendu dans les prochaines heures. 18 joueurs de champ ont pris part à cette séance d'entraînement qui a démarré sur une course. Ensuite, des exercices pour la précision des passes et puis du jeu entre coéquipiers. Un match sérieux pour affiner les stratégies à 72 heures de Sénégal-RDC. Avec Gana Gueye qui a réalisé une bonne fin de saison, les retours de Pape Gueye et d'Abdallah Sima, le collectif du Sénégal pourra certainement faire la différence dans ces 2 rencontres. De l'autre côté, Nampalis Mendy s'est entraîné avec le préparateur physique de l'équipe. Voilà, et puis dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions. À Kaolack, c'est à peu près une dizaine de structures sanitaires qui sont construites ou réceptionnées ou réfectionnées par la municipalité. L'objectif est d'améliorer sensiblement la prise en charge des malades, un geste hautement salué par les personnels soignants. Claire Diop. La santé élevée au rang de priorité, c'est un important projet de construction et de réhabilitation des structures sanitaires qui est déroulé ici dans la commune de Kaolack. Un état des lieux est fait, constat, vétusté des infrastructures, déficit du personnel, manque de médicaments. C'est ainsi qu'une stratégie est déroulée pour combler le gap et assurer une meilleure prise en charge sanitaire des populations. Dans l'immédiat, on s'est dit qu'il faut d'abord mettre l'ensemble du personnel dans des conditions idéales d'exercice. C'est en fait qui explique un tout petit peu le projet de réhabilitation de ces postes de santé qui sont au nombre de, pour la première année, on a vu qu'il y a 10 postes qui présentaient une caractéristique vraiment prioritaire. Parmi les structures ciblées, le poste de santé des abattoirs d'Angan, le poste de santé des parcelles Zasseni, le poste de santé de Medina Mbaba et celui de Léona. Ce dernier est fonctionnel depuis les années 1960. Situé en milieu urbain, tous les programmes de santé communautaire y sont déroulés. Le bâtiment sous ses nouveaux habits, une aubaine pour le personnel. Ainsi, les conditions de travail sont nettement améliorées. Les conditions sont améliorées, vraiment. Donc, vraiment, on salue le geste. On travaille difficilement, surtout avec l'état délabré des locaux, surtout par rapport à l'infirmerie. Les locaux répondent vraiment aux conditions de travail actuellement. Le poste de santé est complètement rénové. Pendant la saison des pluies, le site inonde.
Aujourd'hui, c'est derrière nous. Dans ce projet de construction, il est prévu des logements décents pour les infirmiers, chefs de poste et les sages-femmes pour plus de proximité. Les postes de santé seront équipés, le personnel formé, le plateau technique relevé. Ces réalisations concourent à faciliter aux populations l'accès aux services sociaux de base. Voilà, merci beaucoup Claire Diop. Suite de notre focus sur le lycée agricole de Bignona qui a déjà accompagné plus d'une cinquantaine d'élèves dans l'entrepreneuriat. Cet établissement qui est aussi un lieu d'incubation pour beaucoup d'étudiants. C'est le cas de Koumbasen qui, avec son lopin de terre, a fini de s'imposer sur le marché des légumes. Son portrait avec Abdoulaye Sinkare, RTS 4 à Casamance. Dans son petit périmètre au sein du lycée, Koumbasen est aux petits soins pour ses cultures. Et c'est du piment qu'elle récolte ce soir-là. On fait de l'oignon, il y a la tomate, il y a le gombo, le poivron, la laitue, le navet, il y a aussi le piment. On vend aussi des pépinières maraîchers. Tous les pépinières, poivrons, laitue, piment et consorts. Il y a des pépinières sur alvéole, il y a des pépinières sur sol. Koumba a grandi dans un milieu agricole, mais c'est à Bignona, loin de son Gandiaï natal, qu'elle a trouvé sa voie. Elle était venue pour apprendre, mais elle se retrouve productrice avant l'heure. C'est très rentable parce que le département de Bignona, pratiquement tous les villages environnants, ils viennent ici, ils achètent. Parfois même les gens m'appellent, je ne le connais même pas. Ils me disent, Koumba, il y a quelqu'un qui m'a donné ton numéro, est-ce qu'il y a telle pépinière? Ou bien ils achètent, je vais là-bas à la gare routière pour donner ça aux horaires qui partent dans les autres villages pour qu'ils leur amènent ça. La jeune dame attend la certification pour valider son BTS en conduite et gestion d'une exploitation agricole. C'est des jeunes dames qui ont présentement fini la formation, sont en train d'attendre justement la certification. Et chez nous ici, la tendance c'est que les jeunes peuvent trouver de l'emploi avant même de faire la certification. Ils demandent une autorisation à leur patron pour pouvoir venir faire la certification. On a changé, pour ne pas être vaniteux, on a changé beaucoup de vie ici. En incubation dans le lycée, Koumba a monté cette exploitation avec une de ses camarades. Elles sont aujourd'hui des modèles pour tout l'établissement. Elles sont deux. Elles travaillent en binôme. Il y a Koumbasen et Astou Yémé. Leur particularité, c'est que ce sont des femmes, ce sont des dames, des jeunes dames très engagées, très motivées. On est en train de les incuber au lycée. Et aujourd'hui, elles font des merveilles. Beaucoup d'entrepreneurs même souhaiteraient la recruter, mais elle a catégoriquement refusé. Oui, elle a catégoriquement refusé. Elle, son projet, c'est vraiment de faire de l'entrepreneuriat. Nous souhaitons à la sortie, à la fin de notre formation, d'avoir un grand périmètre là où on peut expérimenter et participer à la réduction du taux de chômage. Ce que je dis à la jeunesse, à nous les jeunes, parce que l'État, il a fait tout ce qu'il doit faire. Payer la formation, payer l'école primaire, le secondaire, le lycée. C'est aujourd'hui nous qui doit quelque chose à notre pays. Le lycée agricole de Bignona a jusqu'ici accompagné plus d'une cinquantaine de diplômés dans l'entrepreneuriat, mais n'a toujours pas les moyens de ses ambitions. Les fonds alloués par l'État qui avoisinaient les 40 millions peinent depuis quelques années à atteindre les 10 millions. Voilà, merci beaucoup Abdoulaye Sinkare. C'était la suite de notre focus sur le lycée agricole de Bignona, Émile Badiane. C'est parti pour la 5e édition de la Foire internationale des produits africains, FIPA. C'est un rendez-vous d'affaires et de promotion du Made in Africa organisé par la plateforme Baye Sawar. Lamine Fall et Abibou Mbaye. Un geste solennel et symbolique pour lancer officiellement le rendez-vous des produits africains. La FIPA, Foire internationale des produits africains, est de retour. Un creuset de mobilisation devenu au fil des ans un événement important de la vie économique, culturelle, locale et africaine. En ce lieu donc, chaque année, nous nous trouvons dans une parfaite unité entre acteurs, artisans et opérateurs économiques et culturels intéressés par des actions qui participent à la promotion de notre continent. Le continent africain regorge beaucoup de potentialités, malheureusement non exploitées.
La Chambre de commerce de Dakar, par ailleurs maison de l'entreprise, disposée à appuyer cette initiative qui contribue au rayonnement des produits africains. Ce rendez-vous de FIPA doit être aussi le moment pour les entrepreneurs africains d'échanger sur les stratégies pour engager plus de valeur ajoutée sur nos produits agricoles, les produits artisanaux, entre autres. La FIPA, un rendez-vous qui témoigne du dynamisme de l'artisanat africain. Elle donne corps à la vision panafricaine des organisateurs. Elle va permettre de partager les expériences entre les peuples et établir ainsi des relations mutuellement avantageuses pour la promotion de notre continent. L'édition 2024 démarre bien avec des stands bien approvisionnés en produits de qualité qui s'identifient pour la plupart à la culture africaine. Le monument de la Renaissance sert de cadre d'exposition à différentes délégations composées d'opérateurs économiques. Je suis très ravie d'être parmi vous cette année-là et d'être invitée par Madame Fabira, commissaire de la FIPA, qui nous a honorés cette année aussi, qui nous a donné cette opportunité pour participer à cette grande foire, qui est la foire des produits internationaux africains. Durant 10 jours, la richesse africaine sera revisitée de fond en comble à travers des rencontres scientifiques, l'identité culturelle africaine également déclinée et ressortie pour en faire une fierté. Une 5e édition bien partie pour être une réussite. Voilà, merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je vais vous retrouver pour le Wolof.